Je l'ai annoncé dans mon introduction à cette émission ce matin. Roland Ribou, président du Conseil des investisseurs privés au Bénin, notre invité, le tout premier d'ailleurs. Monsieur Ribou, bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue sur Actu Matin. Vous êtes là pour qu'on parle un peu du profil de l'employé dans un contexte où un pays aspire au développement. Quand on parle de profil de l'employé, c'est à la fois dans le secteur public comme privé. Encore une fois, merci d'être venu. Pourquoi avez-vous senti, monsieur Ribou, le besoin de faire tenir une étude? Parce qu'il s'agit d'une étude consignée dans un livre, une étude donc sur le profil de l'employé au Bénin. Bon, voici le livre que nous venons d'éditer, de publier. Bon, en fait, c'est l'employé et le fonctionnaire, soyons bien clairs. Tout à fait. Bien écoutez, moi je suis au Bénin depuis pratiquement un tiers de siècle, presque. Et effectivement, bon, on s'aperçoit que les gens ne sont pas complètement motivés par ce qu'on leur confie, que dans l'administration, à certains niveaux, les réponses sont lentes. Et donc, il y a effectivement quelques barrières dans le mental des gens, on parle du mental là, qui fait que les gens ne sont pas assez efficaces pour pouvoir effectivement travailler correctement et faire progresser l'entreprise. Parce qu'en fait, une fois que vous avez donné les instructions, que la direction a donné une vision, une direction, si les gens en dessous ne prennent pas ça en main et n'essaient pas vraiment de faire ce que l'entreprise, l'administration a souhaité, les choses vont aller très lentement et ce sera au détriment de tout le monde. Tout à fait. Il faut le dire, c'est une étude menée sous la direction du professeur Dodi Amouzovi, enseignant à l'université d'Abo Mekalavi au département de sociologie et anthropologie. Monsieur Ribou, quand on voit un peu les résultats de l'enquête, c'est profondément alarmant. Quand on voit le portrait défini par cette étude, et on pourrait se dire, rien qu'à partir de ce constat, que jamais le Bénin pourrait se développer. Écoutez, faut regarder un petit peu déjà le passé. 1960, un ensemble de pays sont sur la ligne de départ, indépendance et autres, donc Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, etc. En face, vous avez la Corée du Sud, Taïwan, etc. La Chine et autres. Oublions la Chine, c'est un autre cas, mais pour reprendre, disons, des pays avec un système un peu similaire, c'est-à-dire liberté de commercer, de travailler, liberté d'entreprendre. Eh bien, lorsqu'on arrive à aujourd'hui, ces pays-là, Corée, Taïwan, Malaisie, etc., sont loin devant nous. Et nous sommes tous... pratiquement au même niveau. Exactement, oui, pas loin. Donc, ce qui s'est passé dans le passé risque fort de continuer dans le futur. C'est la question que vous posez, oui, effectivement. Alors, le livre fait constater que les employés dans une entreprise, qu'elle soit publique ou privée, manquent d'engagement pour faire avoir des résultats à l'entreprise. Alors, comment cela se manifeste-t-il et quels sont les impacts sur la survie même de l'entreprise? Bon, ça se manifeste comment? Je dirais, il y a deux systèmes. Soit le chef d'entreprise ou l'administration est un peu laxiste, et dans ce cas-là, les gens en profitent de façon monétaire, ils vendent leurs services, ils détournent, etc. Si vous voulez, ça c'est le pire. Mais en imaginant que le chef d'entreprise soit rigoureux, il peut y avoir en réalité une espèce de lenteur à exécuter, se décourage rapidement. Moi, des choses que j'ai remarquées pendant tout mon passage, vous donnez une instruction à quelqu'un. Et puis, donc cette personne retourne dans son bureau et puis s'aperçoit que ça ne peut pas être exécuté. Et il arrête, il ne fait rien. Il ne va pas vers vous pour dire « Hé, patron, il y a un problème, ce que vous avez dit, ça ne marche pas. » Non, il dit « C'est pas exécutable et on ne l'exécute pas. » Ou bien vous oubliez, et donc la chose n'est pas faite, ou alors vous n'oubliez pas, et 2 semaines après, vous revenez le voir en disant « Alors, ça en est où ?»« Ah ben écoutez, mais j'ai remarqué que ça ne marche pas, c'est pas possible. » Au lieu de revenir vers nous et de dire, bon, à ce moment-là, on prend une autre direction, où on explique que non, il y a telle possibilité, la chose disparaît. Alors, c'est un phénomène qu'on voit très souvent, si vous voulez, que tout le monde a remarqué, aussi bien dans l'administration que dans le privé. Et effectivement, si les gens ne prennent pas en main la chose que vous leur dites de faire et ne décident pas vraiment de la faire, on arrête. Je vous donne un exemple à nouveau très courant, le petit bureau du CIPB. Je reçois une demande d'un espèce d'homologue à moi au Togo qui me dit « Tiens, il faudrait comparer les ports de Lomé et de Cotonou. »
parce qu'ils sont en train de faire un livre et ils veulent donc pouvoir insérer ça, une comparaison. C'est intéressant pour nous aussi. Tout à fait. À l'inverse. Mais non, on est allé voir l'ancien Bolloré, on est allé voir MSC, etc. Ils ne donnent pas les chiffres, tout ça, etc. On s'arrête. Ben non, je regrette. Il faut faire autre chose, il faut aller vers une autre autorité, il faut aller au bout de la chose. On ne peut pas dire, ben non, c'est pas possible, si vous voulez. Donc, il y a cette attitude-là qui manque de détermination souvent. Mais on parle très peu des employeurs et de leur façon de gérer l'employé. Est-ce que cela n'est pas l'autre cause aussi du comportement de l'employé au Bénin? On a l'impression que tout le mal est porté par l'employé, alors que l'employeur aussi a une responsabilité. Vous n'avez pas tort. Mon collègue, un de mes collègues me dit, les gens viennent avec leur intérêt dans l'entreprise. Et c'est leur intérêt qui va primer, si vous voulez. Alors là, vous avez l'aspect négatif et l'aspect positif. L'aspect négatif, c'est que si le chef d'entreprise ou le patron du département du ministère, ou le ministre lui-même, n'est pas vraiment strict et oblige à avoir des procédures et puis des contrôles, l'entreprise va aller à volo et puis chaque jour, on va en prendre un petit peu et puis à la fin, il n'y aura plus rien et l'entreprise va disparaître. Ça, c'est l'aspect négatif. Ça peut être corrigé. C'est-à-dire que le chef d'entreprise ou le patron d'un département ministériel, il peut très bien donc imposer aux gens d'être là à l'heure, d'être en réunion à l'heure. Il pose des questions et on répond. Ça, c'est l'aspect, disons, je dirais négatif. C'est-à-dire, c'est pas une négativité, c'est bien. Mais la positivité, c'est que l'employé à n'importe quel niveau peut venir vous voir en disant mais monsieur, vous avez remarqué ça ou bien ce que vous dites, parce que c'est pas... Et puis dans ce cas-là, il y a un dialogue, et puis la personne s'implique, le patron peut donner son point de vue, et puis on avance. Mais si l'employé reste passif, exécute simplement ce qu'on lui a dit de faire sans aller plus loin, parce qu'il faut toujours aller plus loin, dans ce cas-là, ni lui n'aura d'avancement, ni l'entreprise, ni l'employeur aussi. Parfois, il y a des employeurs qui sont très fermés à la discussion, à des propositions. Pour eux, bon, il faut s'aligner sur tout ce qu'ils avancent. Mais on a ce contexte-là, M. Ribou, dans lequel vous avez quand même évolué pendant une trentaine d'années. Et je ne dirais pas que vous avez eu de piètres résultats. Votre secret, c'est quoi? Bon, d'abord, je vais répondre à votre remarque précédente. Oui. Vous avez raison. Vous avez des gens, je l'ai vu dans ma nouvelle profession, puisque moi, j'ai quitté Fluidor il y a maintenant 2 ans, et je fais de la consultance et du conseil. Et vous avez effectivement des gens qui se prennent pour Dieu sur terre, qui pensent qu'eux seuls ont raison, et effectivement détruisent l'entreprise. Et il y a des cas que j'ai vus personnellement, même j'ai dû renoncer à un mandat, parce que la personne en question était indécrottable. Vraiment famille. Là, effectivement, c'est clair que ça ne marche pas. Bon, en ce qui me concerne, je dois dire que j'ai été quand même bien aidé par bon collaborateur. C'est une usine qui a quand même des expatriés indiens en particulier. Il y a eu sans choc culturel, il y a eu, je pense, une bonne collaboration entre ces cadres-là et puis le personnel. Donc, l'un dans l'autre, on est arrivé à avoir un résultat. Mais si vous voulez, c'est un peu le problème d'arriver à avoir des cadres compétents. C'est quand même plus facile qu'une usine, parce que l'usine, elle a un process qui est là et qui ne peut pas être changé, si vous voulez. Donc, ça veut dire que les gens, s'ils s'intègrent dans le process, à la limite, on ne demande pas plus que ça. Mais par contre, dans des situations qui sont par exemple dans le tertiaire, le commercial ou autre, si vous n'avez pas des responsables qui sont vraiment qui en veulent, l'entreprise ne pourra pas aller très, très loin. Allez, une dernière question. Entre autres solutions proposées par le livre, l'enquête, il y a l'élément éducation, sur lequel d'ailleurs le livre met beaucoup d'accent. Mais quand on voit que chaque jour et chaque année, au fil des années, on décrit un peu le système éducatif et sa qualité et le profil des gens qui en sortent, est-ce que véritablement cette solution pourrait nous conduire à bon port? Écoutez, dans le livre, grosso modo, on a mis des solutions de court terme et des solutions de long terme. Alors c'est clair que la solution de court terme, c'est ce qu'on a parlé, c'est-à-dire d'avoir au moins des patrons qui mettent des procédures en place de façon à ce que l'employé, la personne qui est embauchée, sache qu'elle n'est pas là, ça ne sert à rien de venir avec son intérêt, parce que son intérêt ne sera pas pris en compte et il ne pourra pas faire des choses bizarres, détournées ou autres, si vous voulez. Mais
Par contre, l'éducation, moi j'en parle dans l'optique Bénin 2060. Ok. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très long terme. Très long terme. C'est-à-dire qu'on commence aujourd'hui, les résultats, donc effectivement on a affaire des enfants, mais le résultat ce sera en 2060. Alors vous dites, il y a des questions à se poser. Je ne pense pas, c'est une question de programmation de l'éducation, si vous voulez, surtout dans le primaire. C'est-à-dire que c'est là où tout se forme. Le cerveau des enfants accepte des choses, il y a une autorité qui est là, celle du maître, de la maîtresse, et ce que ces gens-là disent, c'est plus loin parole d'évangile. Ils l'enregistrent et puis après ils le rapportent à la maison. Alors, normalement, n'importe quel système éducatif dans un État, je dirais, moderne, c'est-à-dire depuis 2 siècles, c'est quand même l'État fait de l'enseignement avec une idée très précise de former des gens dans un but précis. Donc des enfants qui vont dire des adultes. La révolution ici, c'est bien clair qu'il y avait un endoctrinement des enfants. Tout à fait. Et qui apparemment a été efficace. Parce que les enfants, on sortait de là patriotes, en fait, etc. Peut-être qu'il y a des choses qui manquaient. Il y a peut-être un aspect aussi anti-tradition qui n'était pas vraiment très bon. Mais enfin, il y a quand même des choses claires qui ont perduré. C'est-à-dire là. Alors maintenant, vous prenez par exemple le cas de la France. Je l'ai pris plusieurs fois dans mon livre et dans mes entretiens, parce que bon, je connais un petit peu quand même. J'ai vu des vidéos de vieilles personnes qui racontaient comment ça se passait avant 1914. En leur époque. Ils avaient tous les jours, c'était soit l'instruction civique, soit l'instruction morale. Le résultat, vous aviez des gens qui sont partis en 1914, qui allaient se faire tuer pour la patrie, parce qu'ils y croyaient. Tranquillement et gentiment. Ce n'est pas très bon génial de la part des dirigeants qui n'avaient rien compris au problème, mais qui ont sacrifié des millions de personnes, mais enfin, ça a marché, quoi. Aujourd'hui, le même enseignement, dans le même pays, qu'est-ce que c'est? On veut former quoi? Des consommateurs béats et obéissants. On a réussi. Donc on a des gens qui sont à moitié illettrés, pour beaucoup, mais en tout cas, ils gobent tout ce qu'on veut leur faire gober, parce que le but du système, c'est bien ça, si vous voulez. C'est comme disait l'autre personne de TF1, libérer du cerveau pour vendre Coca-Cola. C'est un peu l'idée, si vous voulez. Donc, on est arrivé à libérer les gens. Ça veut dire que ça a marché. Ça a marché, c'est abominable, si vous voulez, ce qui se passe. Les gens sont... Donc, pour moi, le Bénin, il y a une chose qui est claire. Il faut aller vers des systèmes comme en France, avant 1914, où on enseigne aux enfants morale, instruction civique. Bon, instruction civique, d'ailleurs, Amouzovi en parle. Et il parle de clubs patriotiques, etc. Je pense qu'il faut véritablement restaurer cela. Monsieur Roland Ribou, merci beaucoup d'être venu sur l'Actu Matin. Je vous en prie. Bonne journée à vous. C'était un plaisir, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était donc Roland Ribou, président du Conseil des investisseurs privés au Bénin. Il était là pour qu'on parle un peu du profil de l'employé béninois, qu'il soit en milieu privé ou en milieu public. Allez, voici les sports maintenant.